Vous êtes sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Voici donc l'essentiel de l'actualité. À la une, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé par visioconférence au sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et sur le déploiement de la mission de la SADC. Le président de la République a fait part à ses pairs de réunions techniques de chefs d'état-major et des ministres de la Défense de pays contributeurs de troupes de la SADC. C'est en visioconférence que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État africains membres de la SADC tenu ce mardi. La situation sécuritaire dans l'Est du pays et le déploiement de la mission de cette organisation régionale dans le sol congolais étaient au menu de cette réunion. À l'issue de ces sommets, les chefs d'État membres de la SADC réitèrent leur engagement à contribuer à la restauration de la paix dans l'Est de la RDC et félicitent les avancées significatives enregistrées dans le processus de déploiement de la mission de la SADC en RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a informé ses homologues des réunions techniques en cours impliquant les chefs d'état-major et les ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes de la SADC. En attendant les rapports qui en émergeront de ces réunions, les chefs d'État de la SADC ont décidé de suspendre les sommets et de les reprendre en présentiel le samedi 4 novembre prochain à Luanda, en Angola. Pour rappel, la SADC avait approuvé précédemment le déploiement de ses troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo lors de son 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Luanda. Les forces de la SADC sont chargées de rétablir la paix et la sécurité dans cette région du pays qui a été le théâtre de conflits armés. Le gouvernement congolais s'est tourné vers la SADC après avoir exprimé des préoccupations répétées quant à l'incapacité de la force régionale de l'EAC à résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. À Kinshasa, le 30 octobre dernier, le chef d'état-major de l'armée congolaise, Christian Chiwewe, a tenu une séance de travail avec ses homologues de forces de défense sud-africains, de forces malawites et de l'armée tanzanienne dans le cadre de la SADC. Suivez. Une séance de travail a regroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de FARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des 4 pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. Les présents travaux font suite à la réunion à huis clos de chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Tenu le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des 4 pays mentionnés. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous allons examiner. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion de ministres prévue le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa. Pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et vous proposer la présidence de cette réunion par le plus ancien d'entre nous que je crois être, sans me tromper, les chefs des forces de défense nationale de la République sud-africaine. La primeur des conclusions de ces assises est réservée au ministre des Défenses des 4 pays.
Et le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangou, poursuit sa mission d'inspection et de commandement de troupes, cette fois-ci à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le détail dans ce reportage. C'est avec ses honneurs militaires et passage des troupes en Révi que le commandant de la 3e zone de défense des forces armées, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce dimanche 29 octobre 2023, dans une mission de commandement et d'inspection des troupes après l'étape du site Kivu, les Grands et Petits Nord, à Goma et Beni, a dit le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA 3e zone de défense. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, qui arrive à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en mission d'inspection et de commandement. En dépit de ce que cette province est en état de siège, la situation exceptionnelle de cette province n'empêche pas la collaboration et l'échange d'expériences entre les autorités de l'état de siège et les commandants de la 3e zone de défense, d'autant plus que Bunia et l'Ituri dans son ensemble se trouvent être dans la zone de responsabilité du commandant de la 3e zone de défense. Comme il est dans ses habitudes, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel tiendra des briefings de commandement avec les grandes unités engagées sur le champ de bataille, question de rehausser leur morale à cette période de l'état de siège. Ensuite, mettre sur pied de guerre de méthodes drastiques contre les groupes réfractaires au processus de paix et enfin d'offrir une paix durable à la population iturienne. C'est une obligation. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée de notre nation. Donc la population devra étroitement collaborer et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive en Ituri, où les forces armées, à cette période de l'état de siège, à sa tête, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont pacifié plusieurs zones dans le territoire de Mahagi, Irumu, Djougou, jadis occupées par les forces négatives, où la population vit dans une accalmie caractérisée par le retour massif des habitants dans leurs lieux d'origine comme jamais auparavant. Madame, Messieurs, dans la province du Haut-Katanga, toutes les conditions sont réunies pour la tenue des échéances électorales. C'est le Conseil de sécurité qui l'a défini à l'issue d'une réunion. Regardez. Il s'est tenu ce lundi 30 octobre 2023 dans la salle des banquets du gouvernorat de province la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte-rendu du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 9 octobre 2023. 3. Communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. 4. Analyse et adoption de l'avant-projet des 10 portants budget de la province exercice 2024. 5. Divers. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur la tenue imminente des élections générales sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, toutes les conditions sont réunies pour que les élections se tiennent au mois de décembre 2023. Pour clore sa communication et sur un autre chapitre, le gouverneur de province a souhaité que le gouvernement provincial puisse tout mettre en œuvre pour que le projet d'édit budgétaire 2024 puisse être adopté au niveau de l'Assemblée provinciale avant le 15 novembre 2023, étant donné que la campagne électorale débute le 19 novembre 2023. Et la Cour constitutionnelle a tranché sur les 12 requêtes introduites dans le cadre de contentieux des candidatures à la présidentielle de décembre 2023. Les candidatures de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi ont été validées par la Cour le lundi 30 octobre dernier. Des chansons et la joie ont caractérisé le militant et cadre de l'Ensemble pour la République
Après le verdict de la Cour constitutionnelle validant ainsi la candidature de leur leader Moïse Katumbi Chapwe contre toutes les accusations mises à sa charge. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé. Pour maître Hervé Diakese, avocat de Katumbi, cette victoire est l'aboutissement des longs combats contre l'injustice et dédiée à la mémoire des cadres du parti dans l'au-delà et en situation de crise. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. La préoccupation reste les élections de décembre, déclarent les cadres, militants et sympathisants de la famille politique de Moïse Katumbi. Notons par ailleurs que la Haute Cour a rejeté la requête de Seth Kikouni contre Félix Tshisekedi et celle de Junior Tivouadi contre Moïse Katumbi. Il a ensuite demandé à la CENI d'aligner la candidature de Enoch Ngila dans la liste définitive. À ce stade, 25 candidats vont compétir pour briguer la magistrature suprême prévue le 20 décembre prochain. Et le camp Ensemble pour la République considère cette validation de candidature de Moïse Katumbi par la Cour constitutionnelle comme une première victoire sur le débat de la congolité, et l'on l'a dédié au feu Chérubin Okende et à tous ceux qui sont proches de Moïse Katumbi privés de liberté. Suivez. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est le début. Ce n'est que le début d'une grande bataille que nous allons mener et que vous nous amenez, qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Le peuple souffre et il a besoin de ça. Au moins une chose est vraie, c'est que le débat de la congolité est clos. Et on ne veut plus jamais qu'on puisse y revenir. Je crois que la Cour est allée au fond du problème et que cette histoire, plus personne ne peut revenir là. Nous étions sûrs, on l'a toujours déclaré, et c'est les autres qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pour nous, il n'y a rien. Nos pensées vont d'abord aux nôtres qui ont payé Pierre Lumbi, qui est, dès le début de ces combats, était avec nous, qui n'est plus. Nous pensons à ceux-là qui nous ont coûté, Baba Kyungu à Kumwanza, et tant d'autres avec qui on aurait aimé être là et commencer ces combats avec eux. Ils ne sont plus là, Chéribin Okenge. Et nous pensons à Salomon Escadela qui est en prison. Nous pensons à Mike Nukebai qui était en prison. Nous pensons aussi à notre frère qui aujourd'hui est en clandestinité. Donc Jacques Ndala qui a payé 2 ans de prison pour rien. Et je crois que le combat ne fait que commencer. Nous sommes qu'au début. Non seulement nous, mais le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi je suis un avocat. Je ne dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là justement pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au début d'un combat, un long combat. Nous sommes qu'au début d'un combat, d'un long combat. Et jusqu'aujourd'hui, non, nous sommes qu'au début. Qu'au début, c'est un long combat que nous demandons au peuple congolais de se mettre debout parce que ça ne va pas être facile. Ce combat est un long combat, ce qui ne sera pas facile. Et nous devons continuer à combattre et veiller matin, midi et soir, puisque l'heure n'est plus là pour dormir. Il faut qu'on se mette debout et se battre pour l'intérêt général. Dans le même registre, du côté Lamouka et le Martin Fayoulou, on rejette la décision rendue par la Cour constitutionnelle concernant le requête déposée contre la candidature de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi.
En tout cas, pour nous, nous ne pouvions pas nous attendre à autre chose que ce que la Cour a dû dire. Pourquoi? Parce que, pour ce qui concerne M. Tshilombo, avec cette Cour qui est dans sa poche, avec cette Cour constituée de ces garçons de course, avec cette Cour de ce juge qui ne réfléchissent autrement que selon la pensée de Tshilombo, ne pouvait pas prendre une décision contraire à l'endroit de M. Tshilombo. Pour ce qui concerne Moïse Katumbi, bon, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde, je crois, le savait déjà, ou ceux qui suivent la politique congolaise de très près savaient déjà que M. Tshilombo avait déjà donné l'ordre à la Cour constitutionnelle de ne pas lui créer davantage de problèmes et par conséquent de valider la candidature de M. Moïse. Quand bien même les choses se sont passées de cette façon-là, mais il fallait qu'il y ait des gens qui démontrent en quoi Katumbi ne serait pas congolais d'origine. Mais c'est ce qui n'a pas été à même d'être démontré. Donc, les prononcés ou les arrêts de la Cour, eh bien, ne surprennent personne d'averti. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité la ville d'Issiro, chef-lieu de la province de Owele. C'est 40 ans après que cette ville a connu la visite d'un Premier ministre après celle du Premier commissaire d'État Jean-Gouze Carlebond dans son premier mandat à ses postes entre le 27 août 1980 sous le régime Mobutu. Le premier des Warriors a communié le samedi 28 et dimanche 29 octobre dernier dans ce coin de la République avec les Issirois en participant à la messe célébrée à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus. Suivez ces détails de Patrick John Mukengeshai. C'était une joie extrême pour les habitants d'Issiro de voir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo leur rendre visite, que ces derniers leur a fait l'honneur d'accepter son premier ministre descendre dans ce coin de la République démocratique du Congo, longtemps oublié. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration du 1er décembre 1964, date marquant l'assassinat de la bienheureuse Anouarit Negapeta. Dans son speech devant une foule nombreuse venue l'écouter, Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé les missions assignées à son gouvernement et par le président de la République démocratique du Congo, notamment la sécurité, la santé, l'éducation et les infrastructures. Il a invité tous les Issirois à rester unis derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces de la police, et particulièrement pour la province du Haut-Ouélé, où l'insécurité est causée par les Mbororo à Dunga, le Faradje et Nyangera, contre laquelle son gouvernement se bat pour mettre fin. Le Premier ministre est revenu également sur d'autres aspects comme la santé, le programme de développement local à la base de 145 territoires ainsi que d'autres. Rappelons que cette visite intervient 40 ans après Ngouza Carlebond, 22 premiers ministres qui se sont succédés. Certains sont revenus 2 ou 3 fois, mais personne n'a pensé visiter la ville d'Issiro, chef-lieu de la province de Haut-Ouélé. Une joie parfaite pour les habitants de ce coin. Après 2 tragiques naufrages survenus récemment dans le Mai-Ndombe, le gouvernement provincial a décidé d'interdire formellement la navigation nocturne des embarcations surchargées et des accostages pendant la nuit. C'est pour prévenir de tels incidents. Afin de prévenir les naufrages survenus récemment à Mai-Ndombe entraînant la perte des vies humaines, le gouvernement provincial de cette partie du pays a décrété un ensemble de mesures pour l'amélioration de la sécurité de la navigation. Les décisions prises sont l'interdiction formelle de la navigation nocturne, des embarcations surchargées et des accostages pendant la nuit. Un ensemble de services liés au port a été mis en garde, y compris les commissariats fluviales, la police fluviale, la force navale, la DGM et l'hygiène aux frontières contre toute libération d'embarcations pendant la nuit. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect de ces directives.
Pour rappel, la semaine précédente, un tragique incident a eu lieu lorsqu'une baleinière transportant des produits inflammables a pris feu sur les lacs Mai-Ndombe à Inongo avec un bilan d'une dizaine de personnes blessées. Une collision entre deux baleinières sur le fleuve Congo a fait 7 morts et une centaine de rescapés lundi dernier. Après la destitution de Dodo Kamba à la tête de l'RC, le révérend et responsable de l'organisation religieuse Ministère de combat spirituel CIFMC, Paul Olangui, a été investi comme président et représentant légal de la confession religieuse Église de Réveil du Congo. Les responsables de l'organisation religieuse Ministère chrétien du combat spirituel, autrement dénommé CIFMC, Paul David Olangui, a été investi ce samedi 28 octobre 2023 comme président et représentant légal de la confession religieuse Église des Réveils du Congo en remplacement du pasteur Dodo Kamba, destitué par les pères fondateurs. La cérémonie d'investiture a été faite en présence des évêques et pères fondateurs des Églises des Réveils du Congo, notamment Albert Kakenza, Pascal Mukuna ainsi que Ejibaya Mampia. Pour Albert Kakenza, une des raisons à la base de la destitution de Dodo Kamba, c'est entre autres la falsification du statut et les injures à leurs endroits. Il a enchéri sa pensée en précisant qu'ils ne sont pas soutenus par aucun cas politique, mais ils vont travailler en collaboration avec les autorités établies pour la bonne marche de l'Église. Il faut noter que le révérend Dodo Kamba se considère toujours comme président de l'Église des Réveils du Congo, contestant la régularité de la procédure de son remplacement à la tête de cette structure qui engage les Églises du Réveil du Congo. En culture, sachez que la fin d'année s'annonce tout feu tout flamme pour les amoureux de la musique congolaise, surtout pour le Congolais de la diaspora. L'artiste chanteur Ferregola dit Jésus de Nuance confirme 3 dates en ce qui concerne sa tournée aux États-Unis d'Amérique. Cette information qui tombe quelques heures après la sortie du 2e volume de son album Dynastie. Rappelons que le Warrior de Fally Ipupa, quant à eux, annonce également de grandes productions dans les plus prestigieuses salles d'Europe, notamment le 25 novembre à Paris, la Défense Arena, à OVO Arena Wembley et le 16 décembre à Bruxelles. Là, nous sommes en Belgique. Une bonne fin d'année qui sera mouvementée avec des Congolais vivant en Europe, aux États-Unis ainsi que d'autres villes. Au niveau international, Israël poursuit le combat contre les troupes palestiniennes dans la bande de Gaza. Le bilan s'est alourdi à 8525 morts. Selon le ministre de la Défense du Hamas, une telle action militaire serait une reddition face à la population palestinienne. Citoyens d'Israël, hier soir, les forces terrestres additionnelles israéliennes sont entrées dans Gaza. C'est la deuxième étape de la guerre, dont les buts sont clairs. L'anéantissement des capacités militaires du Hamas et le retour des personnes enlevées en Israël. Nous avons pris cette décision d'une seule voix, au cabinet de défense et au cabinet ministériel. Nous avons fait ça de façon équilibrée. C'est une promesse au pays qu'il fallait absolument faire attention à la vie de nos soldats. Les soldats qui luttent sur le territoire ennemi savent que le peuple et la direction du peuple sont vraiment derrière eux, les soutiennent. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans ces régions. Nous avons une armée fantastique, des soldats merveilleux et des héros, des juifs et des non-juifs, religieux et laïcs, de gauche et de droite. Nous sommes tous unis dans un esprit de combattants que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Ils sont prêts à lutter avec courage contre un ennemi dont la cruauté et la barbarie n'est pareille à nul autre. Quand on a vu les actes horribles qu'ils ont commis contre nos amis, nos enfants, nos bébés, nos frères,
Ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien du monde entier, de toute l'humanité. Tout le peuple et toute la direction du peuple les enlace, les embrasse et croit en eux. Et le roi Charles III et sa reine Camilla sont en visite au Kenya du 30 au 3 novembre prochain. Il faut noter que c'est la première visite du souverain britannique dans un pays colonial depuis son commandement. Le roi Charles III et son épouse sont en visite d'État au Kenya, où ils ont été accueillis par le président William Ruto. Depuis son couronnement, il s'agit de son premier déplacement dans un pays du Commonwealth, et le Kenya n'a pas été choisi au hasard puisqu'il revêt une importance particulière pour la couronne britannique. C'est en effet là-bas que la reine Elisabeth II a appris la mort de son père en 1952 et qu'elle est devenue reine. Mais pour certains Kenyans, cette visite du couple royal n'a rien de festif. La veille de son arrivée, des victimes d'abus de l'armée britannique ont organisé une manifestation. Entre 1952 et 1960, plus de 10 000 Kenyans ont été tués après une révolte contre le pouvoir colonial britannique. Des dizaines de milliers d'autres ont subi des actes de torture et de mutilation sexuelle. Après des années de procédure, Londres a accepté en 2013 de dédommager plus de 5 000 Kenyans. Mais certains attendent des excuses officielles pour les actes commis par le Royaume-Uni. En sport, parlant de Jeux Olympiques Paris 2024, les Léopards dames sont éliminés par le Bafana Bafana de l'Afrique du Sud à Johannesburg en match retour des éliminatoires de ces tournois. Suivez ces détails et commentaires d'Espoir Kinanvidi. Après une première période soldée sur un résultat d'égalité des 0 buts, c'est au retour des citrons que les Congolaises ont lâché et encaissé 2 buts. Et pourtant, coriace et déterminé dans les 70 minutes du match. Le numéro 11 de la sélection nationale sud-africaine va signer le doublé à la 71e et 88e minute pour crucifier les Léopards dames à un pas du tournoi des Jeux Olympiques Paris 2024. Ces résultats de 2 buts contre 0 empêchent la RDC d'espérer le chemin de la France l'année prochaine. L'impréparation serrée, la cause principale de cet échec après les refus des joueuses de s'entraîner suite à la protestation des athlètes contre le non-paiement de leurs primes du match des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 disputé face au Bénin. Rappelons qu'à Kinshasa, au match aller, la sélection nationale congolaise était tenue en échec sur une note d'un but partout. Et la République sud-africaine croisera le Niger au dernier tour pour chercher la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et enfin, nous bouclons ces journaux par le valeur nutritive. Que savez-vous de mangousta? Suivez donc ces détails de Ruth Mboua. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension. De plus, qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan
Grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'était là l'essentiel de l'actualité, Madame, Messieurs. Très belle suite de la soirée. Au revoir.